Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bon début de semaine. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et c'est en direct. Si vous souhaitez participer à l'émission, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez d'ailleurs notamment de Lubumbashi, de Montréal, de Cotonou, de Washington DC ou encore de Kinshasa, c'est le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, question sur l'origine du virus Ebola. Selon les derniers bilans en date de l'OMS, la fièvre hémorragique Ebola a fait 2630 morts en Afrique de l'Ouest sur 5357 cas recensés, c'était la semaine dernière. En Afrique de l'Ouest, cette crise sanitaire, on le sait, est devenue la principale préoccupation des populations et des États et elle suscite une multitude d'interrogations et de supputations. Alors au moment où Médecins sans frontières déclare que, je cite, « Le monde est en train de perdre la bataille contre Ebola. Les rumeurs les plus folles circulent sur les origines de cette maladie. » C'est dans ce contexte que 3 personnalités de la société civile, 2 médecins et un professeur ont décidé d'interpeller publiquement les autorités et instances politiques africaines afin que soit mise en place une commission d'enquête sur l'origine du virus avec cette question, je cite, « Ebola est-il un instrument de destruction massive des Africains ?» Ils nous expliqueront tout ça tout à l'heure. Évidemment, nous recevrons un invité qui nous permettra de comprendre donc cette interpellation et cette interrogation. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints. Mogobe, l'Espoir, Bouba Ténomé, Ba Ibrahima et Ben Rod. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Tout de suite, notre débat du jour. Toute l'actualité africaine, c'est dans le Grand Débat avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. Africa. Quelle est l'origine du virus Ebola? Quel crédit accorder aux explications officielles? Et pourquoi cette maladie suscite-t-elle autant de rumeurs et de supputations? Que penser de la gestion actuelle de l'épidémie par les autorités africaines, leurs partenaires extérieurs et les organisations humanitaires internationales? Nous en parlons avec nos invités. Fodé Mohamed Souma, président du parti guinéen Génération Citoyenne. Bonsoir, président. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Et avec nos téléphones depuis Vienne, Dr Yves Ekouya-Maïzo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Docteur Yves Ekouya-Maïzo, bonsoir. Bonsoir, M. Laloupo. Merci d'être avec nous et nous serons tout à l'heure, dans quelques minutes, je l'espère en tout cas, avec le docteur Guy Alovor, médecin co-initiateur d'une pétition à l'adresse de l'Union africaine intitulée, je cite, « Pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine sur l'origine du sida et de Ebola ». Pétition signée avec le professeur Pascal Adjamagbo et le docteur Kanania Moutombo. Le docteur Guy Alovor, médecin, nous rejoindra dans quelques instants. Mais avant cela, je vais vous demander, Fodé Mohamed Souma, vous êtes guinéen, vous êtes président du parti Génération Citoyenne. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, évidemment, cette épidémie est partie de votre pays, la Guinée. Qu'en est-il aujourd'hui exactement de la gestion de l'épidémie par les autorités guinéennes? La gestion au début a été catastrophique parce que je pense que si on avait réussi vraiment à contenir le mal dès le départ, c'est-à-dire cloisonner ce qui était en zone épidémique à y rester et interdire à ceux qui ne s'y trouvaient pas de s'y rendre, je crois qu'on aurait pu régler le problème. On l'a laissé courir. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des mesures qui sont prises. Il y a un coordonnateur qui a été désigné. La rentrée des classes a été différée, tout comme les festivités liées à la fête de l'indépendance. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. En tout cas, les autorités aujourd'hui s'ingénuent, s'engagent à vraiment renverser la tendance parce que Ebola est en train de créer des problèmes et surtout, nous avons un nouveau foyer qui a été détecté, en l'occurrence d'Alaba. Et donc, aujourd'hui, le mal est présent. Et je crois que c'est le lieu d'appeler les uns et les autres à l'union sacrée pour qu'on puisse éradiquer ce mal, aussi bien en Guinée qu'au niveau de la sous-région. Parce que dans le cas d'espèce, aucun pays ne pourra se sauver tout seul, même ceux qui ferment leurs frontières. Quels sont les résultats des campagnes de sensibilisation qui sont à l'adresse des populations? Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je crois que maintenant, il a fallu vraiment que la situation s'aggrave pour qu'on fasse appel aux médias,
pour qu'on demande une implication des chefs de quartier, des autorités sanitaires. Mais je crois qu'il aurait fallu le faire plus tôt. Parce que nous avons eu un drame tout dernièrement, en pleine période d'Ebola. Il y avait des concerts qu'on organisait, les stades étaient pleins. Je trouve qu'il y avait une gestion irresponsable. Et maintenant que le mal est vraiment présent, il ne suffit plus de se mentir. Ebola n'existe pas, on n'a que quelques cas. Non, aujourd'hui, Ebola est en Guinée, Ebola est dans la sous-région. Et les autorités, maintenant, commencent. Et je suis vraiment désolé de voir encore une fois que le président Alpha Condé a quitté le pays au moment où on a un autre drame à Womé avant-hier. Je trouve quand même qu'il y a des moments... il faut bien qu'il continue à faire son boulot, je veux dire. Non, je trouve qu'il y a des moments où un président... Oui, c'est pas un médecin, c'est pas mais qui doit soigner les gens. Je crois que lorsque la case brûle, hein, le père de famille, en l'occurrence le médecin, doit être là. Il est là même le plus clair du temps, non? Non, dans le cas d'espèce, il aurait pu se faire représenter. Il a des ministres, il a un gouvernement. Et je crois que même ses homologues... Il est encore représentant de la puissance publique, alors. Oui, mais ses homologues ne sont pas partis. D'accord. Ils n'ont pas été pour le grand show de l'Afrique, États-Unis, il y a quelques semaines. Et ils n'y sont pas encore. Je crois qu'il y a des moments où le chef de l'État se doit d'avoir une attitude responsable, rassurer les populations. J'ai compris qu'il est voyagé pour se rendre en forêt, aller rassurer les populations, s'enquérir de l'État, des forces de sécurité, de l'administration sur place, que de se rendre à New York. L'État est absent donc à maints endroits en Guinée aujourd'hui, c'est ça? Il y a une déliquescence de l'État manifeste. L'autorité de l'État a été mise à mal et je crois que l'exemple de Womé vient corroborer cet état de fait. Docteur Yves Kouamaïso, alors je m'adresse à vous justement sur ce point, la question justement, la gestion de l'épidémie par les États africains, leurs partenaires étrangers et aussi les organisations humanitaires internationales. Alors derrière les bonnes intentions, c'est vrai qu'on observe déjà des pratiques qui laissent perplexes, à tout le moins. Je sais que votre organisation a voulu envoyer des kits de protection en Guinée, justement, et que vous êtes heurté à certaines difficultés. Racontez-nous. Alors, tout d'abord, je partage pleinement ce qui a été dit par mon prédécesseur, et je serais peut-être même plus sévère, d'abord sur les chiffres qui sont donnés par l'OMS que vous avez annoncé en début d'émission, et que nous sommes autour de 2000. Vous connaissez l'Afrique, les statistiques sont difficiles à obtenir. Beaucoup ne sont pas du tout comptabilisés. J'ai pu savoir qu'à un moment donné précis, pendant en tout cas au moins 7 ou 8 jours, il y a eu plus de 500 crémations collectives par jour. Donc vous voyez déjà qu'en 5-6 jours, au mois d'août, on avait largement dépassé les chiffres que vous avez annoncés. À quel endroit exactement? Bon, pratiquement Sierra Leone, Libéria. D'accord, les 3 pays, quoi. Oui, les 3 pays principalement, mais il faut y rajouter justement, c'est là où je vois les statistiques, le Nigeria où carrément on n'a pratiquement pas de chiffres et on sait très très bien que vu la population et vu comment c'est organisé, c'est certainement beaucoup plus élevé et bien sûr les pratiques religieuses aussi. Vous connaissez comment nous avons nos pratiques africaines, notamment dans le monde musulman où il faut enterrer avant la soirée. Donc il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont parties. Ça c'est pour les chiffres. La deuxième chose très importante. Je rebondis directement sur l'absence du président Alpha Condé, puisque au cours de l'émission, on aura l'occasion de revenir dessus, la responsabilité d'un certain nombre de chefs d'État sur deux points très importants. Le premier a été dit par mon prédécesseur, quand même, quand la case brûle, on fait l'effort de rassurer les populations et on fait l'effort aussi de mettre un certain nombre d'équipements à disposition pour au moins essayer de réduire les difficultés. Ce n'est pas toujours le cas. Mais beaucoup plus grave, il faut se poser la première question, d'où le titre de votre émission sur l'origine. Comment se fait-il Avant d'y arriver, mon cher Yves Kouamaïso, parce que on attendait le docteur Guy Allovore qui vient d'arriver. Racontez-moi cette mésaventure que vous avez connue précisément, parce qu'on va... disons que la voici. Vous savez que... il faut bien comprendre l'origine, c'est ça qui permet de mieux comprendre. Mais je vais laisser le docteur Guy Allovore développer cela. Alors, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez voulu envoyer des kits de protection en Guinée, dites-nous. Voilà, on a voulu que des kits puissent arriver, mais pas par le secteur public, pas par le gouvernement. Nous avons voulu le faire soit par des associations, soit surtout par le secteur privé. Il s'agit donc de kits qu'on achète et qu'on met à disposition. Soit dit en passant, certains ne sont pas tellement chers d'ailleurs, et qui sont d'une efficacité très intéressante. En parenthèse, ces kits ne venaient pas des pays anciennement colonies de la sous-région. Donc il s'agit de pays, et on a mis l'accent là-dessus, qui n'est pas d'antécédent colonial pour montrer une certaine neutralité. Troisième chose importante, c'est que ces kits, certains bien sûr sont payantes, mais il peut arriver que des sociétés privées, dans le cadre de leurs actions
vous savez, qui font ce qu'ils appellent la responsabilité sociale de l'entreprise, pour ne pas justement payer des impôts, permettent une partie de ces fonds de financer donc ces kits et les mettre à disposition. Alors, quand on a lancé cette opération, qui était faite donc par des privés, un en Guinée et un en Sierra Leone, ça a été quasiment bloqué dès le départ, puisque les nombres de spécifications qu'on nous a demandées dépassaient largement ce que demandait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de loin, les procédures douanières, etc., feraient que les kits soient arrivés, disons, l'année prochaine, pour faire très court. Donc, on a compris que quelqu'un de privé, s'il n'est pas dans les 3 catégories que vous avez nommées, l'État, les organisations internationales, ONG d'assistance, mais connues, et les grandes, là, certaines américaines d'ailleurs, entre parenthèses, on y reviendra, et bien sûr, les structures que l'État veut lui-même mettre en place, mais vous n'avez aucune chance, en fait, d'aider les populations directement. D'accord. Donc, on voulait montrer par là qu'il y a quand même un certain lobby qui empêche des équipements qui sortent un peu du cadre dans lequel ils ont fixé tout ceci de fonctionner. Ce qui me ramène à l'origine et qui montre que, bien sûr, c'est lié à un certain nombre de groupes de pression, qui ont beaucoup d'argent d'ailleurs, et qui imposent des équipements, et on verra plus tard des vaccins. Vous voulez dire carrément qu'il y a déjà un business autour de l'épidémie? Je suis content que vous ayez déjà prononcé le nom. Je voulais laisser la primeur à Dr Guy Alovor, mais puisque vous l'avez annoncé, je pense qu'il s'agit d'abord de cela, ce qui explique le retard qu'a signalé notre interlocuteur en premier lieu, et beaucoup plus grave, peut-être même une déresponsabilisation de nos responsables politiques. Très bien. Restez avec nous, Yves Kwamaïzo. Vous voulez réagir, je crois, Fodé Mohamed Souma, non? Non, je suis parfaitement en phase avec tout ce qu'il vient de dire. Je crois qu'il y a des questionnements qui nécessitent vraiment que nous ayons des réponses de la part des spécialistes dans la mesure où nous sommes face à un virus qui n'a ni vaccin ni traitement et qui appelle des nouveaux protocoles, une nouvelle approche. Et je crois que les spécialistes vont nous éclairer là-dessus. D'ailleurs, nous avons été rejoints par le docteur Guy Alovor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes co-initiateur de cette pétition adressée donc à l'adresse plutôt de l'Union africaine, une pétition intitulée pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine sur l'origine du sida et de Ebola. Vous avez une pétition donc co-initiée avec le professeur Pascal Adjamagbo, et le docteur Kanania Mutombo. Alors, vous nous direz exactement donc quel a été donc le mobile de cette pétition. Moi, j'ai lu votre texte qui suscite beaucoup d'interrogations, évidemment. C'est le 13 août dernier que vous avez donc publié donc cette pétition. Hein. Et dans une tribune, tous les trois, vous estimez que, je cite, les intellectuels africains, mais aussi l'Afrique silencieuse, composée de citoyens pacifiques, ont le droit, sinon l'obligation de s'interroger et d'interroger quant à l'origine réelle et non supposée pour raconter de l'épidémie de la fièvre Ebola et sa diffusion. Il y va, écrivez-vous, de l'existence même à terme des Africains sur le sol africain. Avant de marquer une pause pour la publicité et de parler largement, évidemment, de cette tribune, de cette initiative, dites-moi en un mot, est-ce que vous connaissez, vous, l'origine du virus Ebola? Bien. Non, juste en un mot, après on va revenir. En un mot, une chose est à retenir sur cette question, c'est que l'hôte, qui serait le réservoir naturel ou même artificiel de ce virus, n'est pas en Afrique. Il faut qu'on se le dise une fois pour de bon. Et je mets au défi tous ces nacles de savants, tous spécialistes, tous experts qui ont aligné des montagnes d'arguments qui choquent l'intelligence humaine. Ce n'est pas parce qu'on est en face des Africains qu'on peut se permettre n'importe quoi. L'hôte n'a pas été identifié en Afrique. Qu'on laisse la chauve-souris tranquille, qu'on laisse la viande de brousse tranquille, qu'on laisse les primates tranquilles. Toutes les expérimentations à laboratoire ou à grandeur nature qui ont été réalisées n'ont pas réussi à mettre en évidence la présence du réservoir naturel ou artificiel de ce virus sur le continent africain. On continuera d'en parler juste après la publicité. Restez avec nous. C'est dans 2 minutes, retour du grand débat. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Question sur l'origine du virus Ebola. Nous en parlons avec le docteur Guy Alovor, médecin. Donc, Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne. Et au téléphone depuis Vienne, docteur Yves Kwamaïzo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Alors, vous disiez à l'instant, donc, docteur Guy Alovor, vous dites, voilà, le réservoir n'est pas en Afrique. C'est vrai qu'on dit souvent que le porteur de ce virus, ce serait donc des primates, un singe en général. Et vous écrivez ceci, enfin, c'est une interview que vous avez accordée au site Afrocentricity. Vous dites, ce constat permet d'orienter indiscutablement
les recherches, d'abord vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les hommes et les animaux y cohabitent depuis des millions d'années, donc bien avant l'apparition des maladies telles que le sida et Ebola à partir de 58. Vous dites que ce constat permet d'orienter indiscutablement les recherches sur l'apparition de ces maladies vers des causes humaines, plus précisément vers la mise au point, et les manipulations d'armes biologiques de destruction massive dont l'Afrique subsaharienne se trouve être la cible principale et la première victime, sans comparaison avec d'autres régions du monde. Alors, point de citation. Alors, à vous lire et à vous entendre, il y aurait un véritable complot sanitaire contre la population d'Afrique subsaharienne? J'assume pleinement, dans un débat public de haut niveau, que tous les spécialistes qui se présentent comme tels se réunissent et qu'on mette le sujet sur la table, qu'on prouve, et j'ai les éléments, je dis ceci, que l'humanité entière qui nous écoute en ce moment le sache, ce virus Ebola est issu d'une hybridation de biologie moléculaire à partir de micro-organismes de nature différente qui ont synthétisé véritablement un monstre de laboratoire hybride. Sur quoi se fonde cette affirmation, cette conviction? Ces convictions se fondent sur les éléments probants que tout spécialiste de biologie moléculaire peut vérifier. Mais pourquoi ce n'est pas officiel alors? Mais il leur appartient. Pardon? Puis il leur appartient de nous faire comprendre comment est-ce qu'on est parti d'une accusation. Parce que vous dites il leur appartient, parce que ça c'est... Oui, non mais ceux qui communiquent jusqu'alors, jusqu'alors on n'a pas donné la parole aux spécialistes africains comme si eux ils n'avaient rien à dire. Je dis que nous descendons dans l'arène du débat pour apporter notre opinion. J'attends qu'on m'apporte la conviction, la preuve que ce que j'avance est faux. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous avancez est vrai? Sur quoi se fonde cette conviction? C'est ça la question. Voilà. Ceci se fonde sur un certain nombre d'éléments. Quand vous regardez les 24 épidémies qui ont surgi exclusivement sur le continent africain comme par hasard, cela n'obéit... Sur quelle période? De 1976 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela n'obéit à aucune loi de périodicité saisonnière, comme c'est le cas de pathologies virales ou parasitaires ou bactériennes d'origine naturelle. Si nous prenons par exemple la grippe, en dehors de la période automno-saisonnière, si on voit une grippe, il faut se poser des questions. Les bronchiolites dues aux adénovirus, la gastro-entérite due aux adénovirus, en dehors des périodes saisonnières bien précises, on n'en voit pas. De la même manière, les pics épidémiques sur fond endémique du paludisme en zone endémique ne se voient que lors des périodes de saison pluvieuse à cause de la présence des flaques d'eau dans lesquelles se multiplient justement les larves de l'agent vecteur. Donc il y a une certaine périodicité. En dehors de ça, pour ce qui concerne Ebola, admettons à supposer que ce qu'on veut nous faire admettre concernant la chauve-souris soit vrai, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas de superposition de la répartition géographique entre la présence de cet agent et la survenue des épidémies d'Ebola? Donc, en conclusion, il n'y a pas que l'Afrique qui héberge des chauves-souris dans ce monde. Il y a l'Amérique latine, il y a l'Asie. J'ai vécu pendant 6 mois en Nouvelle-Calédonie, où le mets prisé est la roussette en question. Mais jamais les Kanaks, les Calédoniens, les Wallisiens et autres n'ont attrapé l'Ebola. Il faut se poser des questions. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas, je dirais, une communication officielle. Il n'y a pas une cause officielle retenue concernant l'origine du virus aujourd'hui. Vous savez, la dernière trouvaille... Il n'y a que des hypothèses, que je sache, non? Oui, en fait, on croit s'appuyer sur des arguments scientifiques qui ne tiennent pas véritablement la route concernant le fait que la chauve-souris, in fine, après toutes les investigations, soit l'hôte. Alors, mais cet argument s'appuie sur un fait. Admettons que cet argument ne soit pas recevable, mais le vôtre aussi, disant que, évidemment, ce virus serait issu d'une manipulation génétique, c'est également une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse, justement. C'est une conviction. Pourquoi? Parce que la première manifestation princeps inaugurale de ce genre, de cette famille de virus qu'on appelle les firoviridés, est arrivé dans un laboratoire de manière tout à fait artificielle. Il y avait 35 laborantins allemands de la ville de Marburg qui en étaient atteints, dont 7 ont trouvé la mort. Concomitamment, dans une ville en Yougoslavie, dans un laboratoire aussi comme par hasard, ça s'est passé. Et nous étions en pleine guerre froide. Je parle de l'année en août 1967.
cet épisode, on en fait quasiment, on met un voile dessus et on parle de l'épisode inaugural du Congo-Zaïre en 1976. Mais 9 ans plus tôt, il y a eu un accident de laboratoire qui est un fait décisif qui doit être pris en considération lorsqu'on parle de ce genre nouveau de virus que sont les filovirus. Mais quand je vous lis et que je vous entends, ce que je retiens surtout dans cette tribune et cette interview que vous avez accordée à Afro City, c'est comme si les populations d'Afrique subsaharienne étaient la cible d'un complot sanitaire. C'est ça, en fait, qui m'intrigue. En tout cas, il y a, par accident ou par fait délibéré, un fait qui va s'avérer être un véritable scandale sanitaire. Est-ce qu'il y a un fait délibéré? Parce qu'on parle de complot, je veux dire, c'est un fait délibéré, ourdi, et je veux dire, avec quand même préméditation. Parce que quand vous entendez des spécialistes, le dernier qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est le professeur Bruno Macou, du chef de service de virologie, enfin de maladies infectieuses à Toulouse, qui dit ceci: le virus ne se transmet pas par voie aérique. Naturellement, il a raison. Ce virus est trop gros pour être susceptible d'être en particules volatiles. Ce virus ne peut, in fine, lorsque surgisse un épisode, ce n'est pas parce que les gens ont consommé de la viande de brousse, de la viande de chauve-souris ou ont fréquenté des primates qui l'ont attrapé. Je dis que c'est parce que les gens, volontairement ou accidentellement, ont été injectés. Et à partir du moment où un cas zéro inaugure une nouvelle épidémie, les sujets en phase d'état qui deviennent un petit peu comme ébouillantés parce qu'avec des bulles partout pleines de virus sont susceptibles par contact de contaminer d'autres personnes et ainsi de suite. On va demander à Fodé Mohamed Souba qui vous a écouté. Lui, il n'est pas un spécialiste, il n'est pas un médecin, mais il écoute tout cela évidemment comme un citoyen, comme moi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. C'est pourquoi tout à l'heure j'utilisais le mot questionnement. Parce que l'ampleur de l'épidémie a été largement sous-évaluée par tout le monde. C'est la première fois que Ebola est en milieu urbain ou semi-urbain. Donc ça pose un énorme problème dans la mesure où plus personne n'est à l'abri aujourd'hui. Quand on voit comment les gens sont contaminés, mais ça fait peur. Un simple contact, la sueur ou la proximité peut permettre au virus, surtout lorsque la personne décède, permettre au virus de pouvoir se retrouver dans un autre corps. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, c'est le lieu d'appeler nos gouvernants à vraiment prendre conscience des problèmes qui nous interpellent. Je crois que le moment est enfin venu pour que nos chefs d'État puissent mutualiser leurs moyens, leurs efforts. Parce qu'on parle d'Ebola aujourd'hui, mais si on avait fait le travail avant, le paludisme, on l'aurait éradiqué, certainement, d'Afrique. Parce que le paludisme tue plus que Ebola. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut appeler les gens, nos décideurs, à vraiment mutualiser nos moyens, nos compétences, afin qu'on puisse investir dans la recherche. Nous avons tous des ministères de la recherche scientifique dans presque tous les pays d'Afrique, mais avec des budgets de 1%, de je ne sais quoi. Non, je crois qu'aujourd'hui, la recherche doit être au cœur des préoccupations, des États. Même de l'agriculture ou de l'éducation, parce qu'il en va d'une question de salubrité. Justement, Guy Allouvor, vous dites, je vous cite à nouveau dans cette interview que vous avez accordée à Afro City, vous dites, nous souhaitons faire prendre conscience aux Africains d'abord et au monde que les chefs d'État africains se doivent d'être plus proactifs en soutenant financièrement et politiquement la démarche consistant à avoir leur propre opinion sur l'origine de Ebola et vous invitez des Africains, tous les Africains de bonne volonté, à se joindre à cette démarche. Vous nous direz concrètement, finalement, ce que vous attendez des Africains et quelles sont les catégories concernées par cet appel? Parce que, voilà, c'est une manière comme ça, je veux dire, de solliciter la contribution de nombreux Africains. Vous avez adressé cette pétition à l'Union africaine également. Vous nous direz ce que vous en attendez concrètement. À l'instant, Fodé Mohamed Souba parlait justement des carences en matière de recherche en Afrique. Vous nous direz finalement pourquoi il n'y a pas une réponse africaine beaucoup plus forte dans le concert, évidemment, des hypothèses que l'on entend depuis quelques semaines. Et on écoutera, bien entendu, l'avis de Yves Kouamaïso qui attend et qui trépigne, je le sens, au téléphone depuis Vienne. Restez avec nous, à tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Question sur l'origine du virus Ebola. Nous en parlons avec nos invités. Le docteur Guy Alovor, médecin, co-initiateur d'une pétition à l'adresse de l'Union africaine sur l'origine du virus Ebola. Une pétition qui s'intitule « Pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine sur l'origine du sida et de l'Ebola ». Avec le professeur Pascal Adjamabo, initiateur également de cette pétition, et le docteur Kanania Mutombo. Nous sommes également accompagnés de Fodé Mohamed Souma, président du parti guinéen Génération Citoyenne. Au téléphone depuis Vienne, docteur Yves Ekwe-Amaïzo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Nous allons écouter à présent votre commentaire, mon cher Yves Ekwe-Amaïzo. Après ce que nous a dit le docteur Guy Alovor. Absolument, que je partage parfaitement. Pourquoi cette information que vient de nous annoncer le médecin Guy Alovor n'est pas officielle? Et c'est là où vous ne devez plus continuer à analyser ce dossier uniquement sous l'angle médical ou sanitaire. Il y a un autre angle qui est l'angle géoéconomique, géostratégique, pour ne pas dire à ce moment-là, attention, l'Afrique aujourd'hui est autour de 5% de croissance, l'Europe est autour de 0, quelque chose de croissance, 0,8, 0,4, voici, si en Autriche, on est à 0,8. Je ne vous cache pas qu'avec 5% de croissance régulière depuis 14 ans, l'Afrique est en train de rentrer dans son émergence. Donc il est question aussi de retarder cette émergence économique de l'Afrique. Mais c'est grave, c'est grave ce que vous dites là, Yves Ekwe-Amaïzo. Non mais attendez, je vais vous donner les arguments, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps sur la radio. Ah, vous voyez que c'est pas facile comme argument quand même. Non mais attendez, permettez-moi de sursauter quand même. Non, je vais vous donner des éléments, ne mettez pas de côté. C'est pour ça que nous voulons une étude, c'est pour ça que nous voulons une enquête, c'est pour ça que nous voulons que ce soit des économistes africains et ce soit des experts médecins africains indépendants, qui ne sont pas payés par les produits, les institutions pharmaceutiques pour pouvoir parler de ces choses-là. Alors je finis rapidement. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ceci? Il y a bien sûr un retard de manière générale économique. Et quand vous allez dans le détail, je ne parlerai pas de complot, moi. Je parlais d'une compétition dans laquelle les grands pays qui étaient toujours devant sont en train de perdre cette bagarre de la compétitivité. Qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi il s'agit? Sur l'angle militaire, il s'agit de quelque chose de secret. Vous pouvez poser la question, comment se fait-il qu'il y a des malades dans les 3 pays les plus touchés et on envoie 3000 militaires américains? Les militaires américains ont annoncé, Obama a annoncé que ces militaires ne vont pas toucher la population. Ils vont donc toucher quoi? Ils vont guérir qui? À quoi ils servent exactement là-bas? Voici des questions qu'on aimerait bien que l'étude puisse éclairer. Alors pour revenir sur... Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, Yves Ekwe-Amaïzo. La question que j'aimerais bien vous poser, moi, pour bien comprendre le fond de votre pensée, vous voulez dire, voilà, l'Afrique, évidemment, est en train de, comme vous dites, de réaliser son émergence. Donc, il y a intérêt dans la compétition mondiale à ce que cette émergence soit freinée. Jusque-là, j'ai bien compris? C'est juste. Alors, ça veut dire qu'on pourrait freiner l'émergence de l'Afrique en éliminant une partie de la population africaine? Non, il s'agit tout d'abord de faire en sorte que les 3 pays touchés, en commençant par le Libéria ou la Sierra Leone, tout simplement, les chiffres économiques qui vont venir ces 3 prochaines années seront catastrophiques à cause de Ebola. Je suis moi-même consultant... mais attendez, ça passe pas mort d'homme quand même. Non, attendez, on va y venir. Mort d'homme, je laisse le volet médical au médecin qui est le spécialiste du côté médical. Je suis sur la géostratégie, géoéconomique. Alors d'où viennent, je dirais, cette offensive, je veux dire, contre l'Afrique, contre ces pays-là? Mais c'est ça l'objet. Vous savez que l'Union africaine, la seule fois où ils ont vraiment été unis, c'est quand ils ont dit non et ils n'ont pas voulu qu'il y ait des bases militaires. D'où vient l'offensive? C'est ça ma question. Justement, mais c'est ça la question. C'est que, comprenez bien, l'offensive vient de la plupart des pays qui ont des programmes militaires secrets. Alors, citez-les, vous êtes plus clair que ça d'habitude, Yves Ekwe-Amaïzo, qu'on comprenne bien le débat. Non mais attendez, si on doit faire un débat, il faut connaître tous les éléments du débat. Je peux vous mettre à disposition sur votre site la liste, à ma connaissance, de tous les laboratoires P4 qui sont les véritables et authentiques. Donc vous parlez d'un enjeu économique pour les laboratoires, c'est ça? Réservoir artificiel de ce virus. Ebola, vous en avez ici juste à côté de chez nous à Paris, dans l'Essonne. Et ça dépend non pas du ministère de la Santé de France, mais du ministère de la Défense, de la Direction générale des armées. Absolument. Qu'on m'accuse de fausseté si je dis faux. Il y a un autre qui dépend aussi de la France, qui a un nom international. C'est juste à côté de chez nous là-bas, dans le golfe de Guinée. Pas de publicité. C'est au Gabon, dans la ville natale de Omar Bongo. D'accord. Absolument. Il y a les Américains, c'est eux qui sont les plus grands pourvoyeurs en la matière. Ils en ont 6 ou 7, officiellement connus. De laboratoire. Oui. Les Allemands en ont 3 ou 4. Même les Russes en ont.
Même des pays comme le Taïwan en ont. Je peux vous donner la liste exhaustive. Quand, comment il s'appelle, Obama décide d'envoyer 3000 militaires pour combattre Ebola en Afrique, il n'a pas annoncé nulle part ailleurs qu'au CDC d'Atlanta, où se trouve un laboratoire souterrain identique à tout point de vue au laboratoire P4 de Lyon, qui est souterrain aussi, où se trouvent de grands stocks de ce virus mortel. La question qu'on peut se poser, quelle est l'axiologie qui guide l'humanité, ou des savants fous, il faut le dire, et ils ne sont peut-être pas assez sages, d'aller manipuler de tels agents aussi dangereux pour l'humanité sans considération des coordonnées géographiques. Absolument. Tout individu peut succomber à ce mal. Mais ce mal n'existe pas dans la nature. Vous l'étudiez, pourquoi faire? Docteur Guy, alors je veux bien... C'est ça la question qu'il faut poser. Je veux bien comprendre... Et au sein des armées aussi. Je veux bien comprendre que dans le monde de la recherche, qu'il y ait des apprentis sorciers, des docteurs fol-amour, évidemment, qui font des manipulations dangereuses et qui provoquent des accidents, évidemment. Et bon, évidemment, il y a des gens qui succombent et c'est très malheureux. Et bon, entre, évidemment, ce postulat et le fait de dire que, par ailleurs, il y a une offensive, moi j'ai du complot, Yves Kwamaïzo préfère un autre mot, dirigé contre des Africains précisément, je veux dire que c'est une accusation extrêmement grave qui n'est pas recevable, sauf à avoir des éléments absolument précis. Nous sommes obligés de constater que les filovirus ne font des victimes que sur le continent africain et dans la zone subsaharienne. Il faut le constater, depuis 1976, il n'y a que les Noirs africains qui meurent. Mais il y a une différence entre un accident biologique... Alors qu'il n'y a pas le réservoir naturel dans la faune africaine. Il y a une différence entre un accident biologique et un complot. Oui, l'accident ne se répète pas 24 fois aussi. Il faut le reconnaître. Donc ce n'est pas un accident, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais c'est peut-être un accident, mais ça se répète 24 fois, monsieur Laloupo. Vous regardez-le. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Oui. Je pose des questions, j'essaie de comprendre. Faudrait Mohamed Souban. Une fois, ça va. Deux fois, oui. Mais 24 fois, il faut se poser des questions. On se pose des questions, c'est pour ça qu'on est là. Absolument. Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire notre interlocuteur. Je crois qu'on se focalise beaucoup sur le nombre de morts, mais on ne peut même pas imaginer la catastrophe économique qui nous attend. Quand la Banque mondiale prévoit que le PIB de la Guinée va reculer de 2,3%, la Sierra Leone 8,9% et le Libéria au-delà de 11%, c'est inquiétant. Et à côté de ça, l'OMS nous dit qu'il y aura au moins 20 000 cas et une durée d'au moins 6 mois. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je crois qu'on s'attarde beaucoup sur le nombre de morts, mais les conséquences économiques seront catastrophiques. Parlons d'économie justement, Yves Kwamaïzo, parce qu'en préparant cette émission, vous nous avez donné quelques indications, quelques informations très intéressantes. Vous nous avez indiqué notamment que l'Union européenne a débloqué 140 millions d'euros pour faire face à cette crise sanitaire. Absolument. Sur ces 140 millions d'euros, alors seuls 5 millions sont allés aux pays touchés. Les 135 millions autres, c'est-à-dire la part du lion, ont été attribués à la recherche en Europe. À qui profite finalement cette aide financière? Tout simplement à l'Union européenne. Mais attendez, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Je reviens d'abord sur le fait que si jamais les économies vont mal, nous nous retrouvons dans une nouvelle forme d'esclavage économique en Afrique. Il ne faut pas se soucier de ça. Donc c'est bien de la économie géostratégique. Il ne faut pas être dupe de cela. Maintenant, sur votre question, bien sûr que quand une organisation comme l'Union européenne, comme les États-Unis, parce qu'eux aussi ils mettent beaucoup d'argent, que ce soit les Bill Clinton, Melinda et Gates, etc., ils mettent beaucoup d'argent. Une partie vient peut-être des entreprises, une partie vient aussi des contribuables européens et américains. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique quand vous voulez maintenant leur demander, voilà, j'ai des équipements que vous pouvez financer pour aider les populations, c'est un niet. Et c'est organisé dans un circuit à eux. L'Union africaine, Madame Zuma, la présidente de la commission de l'Union africaine, a fait un speech le 8, il n'y a même pas longtemps, septembre. Elle a bien indiqué, elle demande même à la diaspora de l'aider à identifier différentes sources, différents secteurs pour que les choses puissent s'améliorer. Elle a même proposé un fonds. Une partie de ce fonds est logée d'ailleurs à l'OMS. Le président de Guinée-Équatoriale vient de donner 2 millions. Il ne le donne pas à l'Afrique, il a donné à l'OMS. Ah oui. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que quand vous parlez des 135 millions qui restent en gros dans le secteur européen, c'est pour protéger l'Europe au cas où ce virus reviendrait de là où il est parti. Parce que cette accusation, nous sommes obligés de le mettre sur le tapis pour qu'on puisse en faire une étude. C'est bien parti du monde occidental en laboratoire, c'est-à-dire ce n'est pas dans les forêts, ce n'est pas dans les singes, ce n'est pas sur les chauves-souris, ce n'est pas dans les primates, ni la viande de brousse. C'est vrai que jusqu'à présent, Dr Galovo, il n'a pas été prouvé en fait qu'il y avait des primates porteurs de ce virus. Aucune étude n'a mis en direct de visu, ou alors qu'on montre l'image, la présence du virus Ebola sur quelques tissus prélevés, sur quelques animaux, sur les centaines de milliers.
durant cette campagne grandeur nature dans la faune africaine qui ont été menées, aucune de ces études n'a mis en évidence la présence directe du virus Ebola dans quelques tissus de quelque animal sauvage ou même domestique parfois que ce soit. Donc on cherche partout sauf là où ça se trouve. Alors, je vous dis que ça se trouve dans les P4. Alors pourquoi cherche-t-on évidemment de ce côté-là alors? Mais oui, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ça le problème aussi. Oui. Bah oui. Je vous dis que ça se trouve à côté ici dans les zones. Allez regarder les quantités de stock de Ebola qu'il y a là-bas. Intéressez-vous un petit peu à ça. Au lieu d'aller chercher en Afrique là où il n'y en a pas. Vous n'en trouverez pas. Vous avez votre casque. Yves Kwamaison nous entend. On va écouter quelques auditeurs. Monsieur Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Laloupo. Nous vous écoutons. Merci de m'accorder la parole. C'est un plaisir. Je salue vos invités. Et en fait, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec eux par rapport à l'analyse qu'ils font. Bon, je comprends que monsieur Laloupo, vous soyez là comme modérateur et que vous puissiez apporter un peu de la modération dans leurs propos. J'essaie de comprendre. Évidemment, c'est mon rôle. Hein. Voilà, je suis un médiateur, l'interface entre mes invités et vous, bien sûr. Oui, tout à fait, je comprends aussi. Donc, et puis je me méfie aussi un peu, quand on dit le mot complot, évidemment, généralement, j'essaye... Non. Mais cela nous faut comprendre une chose. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ne croient pas qu'il y ait complot. Qu'on voit des complots tout le temps, c'est inquiétant, mais qu'on ne voit pas non plus les complots du tout, c'est inquiétant aussi. Bien sûr. Il faut comprendre que les arguments qu'ils avancent sont pertinents. C'est pas la première fois que des puissances occidentales ou des puissances humaines ont utiliser des virus ou des maladies pour pouvoir nuire à d'autres peuples ou à d'autres civilisations. On l'a vu avec les Indiens d'Amérique, avec les Indiens d'Amérique du Sud. Donc les colons ont toujours amené les maladies pour pouvoir, disons, maîtriser les peuples et arriver à leur fin. Et puis, en ce qui concerne la maladie Ebola, on n'a jamais entendu parler de cette maladie alors que ça fait des générations que nos parents consomment de la viande de brousse. Il n'y a jamais eu cette maladie-là. Et si on regarde même dans les archives des colons, on ne trouve pas de trace des choses. S'il y avait des événements aussi graves, des maladies aussi graves, les colons allaient en parler déjà quand ils étaient venus à notre contact pour dire que voilà, il y a telle maladie que nous avons constatée, et ils allaient en parler pour mettre en garde même leur propre population qui venait dans ces territoires-là. Donc, ce qui veut dire que naturellement parlant, on ne trouve pas cette maladie chez nous. Et évidemment, cette maladie est une maladie qui vient des laboratoires, qui a été fabriquée dans ce sens-là pour pouvoir nuire. C'est une arme bactériologique, comme il y en a nombreuses dans les laboratoires occidentaux, dans leur, disons, dans leurs réserves militaires et tout ça. Et une chose qui est bizarre, si vous remarquez bien, la souche de la République démocratique du Congo, jusque-là, à l'époque du Zaïre, qu'on disait que c'était parti de là, et bien, depuis que cette maladie est apparue, à chaque fois, on arrivait à le confiner. Et là, ils n'ont pas prouvé qu'il y avait eu un patient qui était sorti de la République démocratique du Congo, qui était parti contaminer des gens à l'ouest de l'Afrique. Il y a quand même une grande distance. Donc, on dit que c'est des animaux alors que ces gens-là avaient consommé en Afrique de l'Ouest qui a fait qu'ils ont été eux-mêmes infectés. Mais est-ce que pendant le moment où la maladie était apparue au Zaïre, est-ce que ces gens-là, là-bas, à l'ouest de l'Afrique, ne consommaient pas des animaux de brousse? Et pourquoi cette maladie n'était pas apparue chez eux? Et il a fallu attendre des années après pour voir encore de nouveau la maladie réapparaître en Afrique de l'Ouest. Très bien. Il fallait qu'il y ait un contact, au moins, entre les patients de la République démocratique du Congo et ceux de l'Afrique de l'Ouest pour dire qu'il y a eu contagion de cette manière-là. Mais ce ne sont pas les mêmes souches. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, que cette maladie a été implantée maintenant vers ces endroits-là, parce qu'au début, en République démocratique du Congo, c'était des tests, et ils arrivaient toujours à les confiner. Je me rappelle très bien des spécialistes américains ou européens allaient directement en République démocratique du Congo du Zaïre de l'époque, dès que la maladie apparaissait. Et tout de suite après, la maladie disparaissait aussi miraculeusement. D'accord. Et là, ça apparaît. J'entends bien. J'entends bien, pasteur. Alors, vous comprenez que moi, en tant que journaliste, je suis obligé, évidemment, de recueillir tous vos propos, vos hypothèses, vos supputations également. Mais, et je veux dire, en l'absence de toute thèse, de toute conclusion définitive, on ne peut parler que d'hypothèses. Vous pensez bien que les Occidentaux ne vont pas nous dire, écoutez, les Africains... Non, pas les Occidentaux. Je parle de vous, je parle évidemment de mes invités également, de Guy Alovor, hein, qui a évidemment se pose sur la question, jusqu'à preuve, je dirais, jusqu'à preuve irréfutable, hein, et on est dans le domaine des hypothèses. Nous sommes bien d'accord. Mais jusque-là, quand il y a eu les Indiens qui étaient massacrés, les Occidentaux, évidemment, affirmaient que c'était aussi que des hypothèses, jusqu'à ce que, historiquement, on a retrouvé des traces que c'était eux qui avaient implanté la maladie chez eux. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand nous serions libres, en capacité de pouvoir faire nos études nous-mêmes, nous allons prouver... c'est bien, évidemment, l'appel que lance Guy Alovor, justement, que les Africains puissent prendre en charge les recherches, leurs propres recherches, évidemment, sur cette question sanitaire. Et pasteur, je voulais de vous interrompre, hein, c'est une question, je dirais, de timing. Le chronomètre me l'impose. Merci d'avoir participé à cette
cette émission. On a bien compris la substance de votre pensée. On va marquer une pause et ensuite on reviendra. Ce sera malheureusement le temps des conclusions. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Question sur l'origine du virus Ebola. Nous en parlons avec nos invités, le docteur Yves Kouya-Maïzo, depuis Vienne au téléphone, Fodé Mohamed Souma avec nous ici en studio, président du parti Génération Citoyenne, et le docteur Guy Alovor, médecin. Docteur, alors vous avez suivi récemment cette réunion d'urgence, avait-on dit, de l'Union africaine sur la question justement sur cette crise sanitaire. Et la seule résolution qu'on a pu retenir, c'était cette recommandation évidemment adressée aux États concernés, aux États d'Afrique de l'Ouest, de ne pas fermer leurs frontières. C'était un peu mince quand même comme résolution. Et là aussi on voit quand même, je dirais, la faiblesse de l'initiative africaine dans cette crise sanitaire, parce que à cela répond, justement, vous le disiez, Barack Obama qui envoie 3000 soldats, je sais pas combien de millions de dollars, etc., un dispositif de guerre. Hein. On a presque l'impression qu'il y a d'un côté l'État islamique en Irak et de l'autre côté il y a Ebola en Afrique de l'Ouest. Alors, et cette faiblesse de l'initiative africaine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que votre pétition également en appelle à la mobilisation des intelligences africaines, hein, notamment dans le domaine de la recherche, etc. Mais bon, je pense que peut-être que la réponse se trouve aussi chez les Africains eux-mêmes. Que faut-il faire, je dirais, pour que on regarde, je dirais, dans le contexte africain et qu'on y trouve la solution, qu'on y recherche, qu'on y trouve la solution à ces questions sanitaires, à ces crises, à ces épidémies? Ben, la résolution des chefs d'État africains est tout à fait fondée. On dirait qu'il y a eu un médecin qui les a conseillés. Dès lors que les causes du mal ne sont pas bien connues, les moyens de lutte doivent être des mesures tout au moins conservatoires. On ne doit pas s'affoler, aller en besogne dans des situations de psychose généralisée. Ça, c'est sûr, l'Afrique va être paralysée. Tout le monde ferme ses frontières. Nos frontières sont déjà trop hermétiques à mon goût. Si on ne peut plus faire de vols intracontinentaux, je veux bien que les Européens ne nous acceptent plus chez eux, parce que quand un Noir monte dans un avion maintenant, même par humour, on se demande s'il n'est pas porteur d'Ebola. Vous voyez le préjudice que cette affaire nous cause. Or, quand on sait que ce virus n'existe pas, encore une fois, à l'état naturel sur le continent, aucune étude n'a pu montrer que dans le règne végétal, minéral ou animal, on a pu identifier la présence de ce virus. Aucune étude n'a pu le prouver. Dès lors, les actions excessives, genre fermeture de frontières. J'ai même entendu dire que en Sierra Leone, l'ordre avait été donné à des militaires de tirer sur toute personne tentant de franchir une frontière. Des quartiers ont été mis en quarantaine. Vous imaginez l'incidence économique? Paraît que tout un pays entier a été mis en quarantaine. C'est une notion que moi je ne connaissais pas dans l'histoire de la médecine. Pourtant, je suis monté très très loin. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais entendu, même à l'époque de la fameuse peste de Albert Camus à Oran, on n'a pas été jusqu'à ces extrêmes. Pourquoi voulez-vous que les Africains ne prennent pas des mesures conservatoires? Circuler en Afrique, on n'attrape pas Ebola par les méthodes qui ont été indiquées. Je veux bien qu'on vienne me porter la contradiction. Et les gens qui tiennent de ces propos sont soit de bonne foi, auquel cas ils se trompent, ou alors ils ont quelque chose à se reprocher, et il faut que le débat puisse aller jusque-là. Votre tribune se trouve sur le site de Afro Centricity, évidemment. Je vais essayer de gérer au mieux le peu de temps qui nous reste. Je sais qu'il y a quelques auditeurs qui attendent. Bon, je vais faire de mon mieux. Je vais peut-être prendre par ordre d'arrivée, c'est ça. Monsieur Eddy, bonsoir. Oui, bonsoir Francis, et bonsoir à vos invités. Alors, monsieur Eddy, vous allez jouer le jeu. Hein. Il nous reste très peu de temps. Je vous donne 1 minute 30, si vous pouvez. Je sais que vous êtes à l'habitude de la radio, donc vous pouvez être très précis et concis. D'accord, je vais aller très vite. Francis, c'est vous qui avez utilisé le mot complot. Hein. J'aimerais juste rappeler cela. C'est vrai. Et de mon point de vue, pour moi, il ne s'agit absolument pas d'un complot. Les Occidentaux ont donné des couvertures avec contenant des maladies aux Indiens, et au résultat, ils ont fait une Amérique sans les Indiens, comme le dit si bien le professeur Obenga. Donc, s'ils ont fait une Amérique sans les Indiens, ils peuvent bien faire une Afrique sans les Africains. D'autant plus que, j'ai toujours dit ça, je l'ai déjà dit à l'antenne, les Occidentaux regrettent de ne pas avoir, colonisé exactement de la même manière qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'occupation humaine qu'ils ont fait en Amérique sur le continent africain, parce que finalement, c'est là que se trouvent les richesses. Et pour terminer, je dirais une chose, c'est que les Africains ont tendance à
confondent trois notions très très différentes et très très importantes. Et notamment vous, si je me permettez, Francis. Bon, allez-y, j'ai l'habitude avec vous. Excusez-moi. Il s'agit de l'ami, l'ennemi et l'allié, vous voyez. Donc, c'est trois notions très importantes que les Africains confondent tout le temps. On considère l'Occident à tort comme des amis, alors que ce sont des ennemis, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui nous font tort. Si on regarde notre contentieux envers eux depuis 5 siècles, c'est impossible pour quelqu'un qui a un minimum de cerveau de dire que ce sont nos amis. Et effectivement, toutes ces histoires de virus-là, je pense qu'il y a une vraie guerre qui est menée face à, comment dirais-je, contre la population africaine. Parce qu'on sait qu'à partir d'un seuil, qu'il le veuille ou pas, l'Afrique va se libérer avec une forte population. Le développement s'amorce. Et même Sarkozy, qui vient de revenir en premier plan, a parlé de la population africaine comme étant trop nombreuse en disant qu'il y avait 2 milliards. C'est vrai, ça lui a échappé, ça. Mais si, il a dit... Oui, on l'a entendu. Oui, c'est-à-dire que notre population, notre nombre, le fait qu'on soit africain, le fait qu'on soit 2, 3, 4, 5, 6, ça leur pose des problèmes. Et c'est un fait. Merci Eddy. Rassurez-vous, je suis dans mon rôle et rien que dans mon rôle. Et j'entends bien, vous avez la chance de pouvoir faire du commentaire tout le temps. Moi, je ne peux pas en faire pendant 1 heure. Alors voilà. Et Yves Ekwamaïzo, mon cher Yves, vous avez 1 minute 30. Vous savez le faire. Oui, alors moi, je voudrais simplement qu'on distingue entre le volet civil et le volet militaire. Si au volet civil, on peut parler éventuellement de dysfonctionnement dans les laboratoires occidentaux, alors, côté militaire, il ne s'agit surtout pas de cela, mais il s'agit bien d'une préméditation. Donc, il faut bien faire cette étude pour qu'on ait le cœur net. Et que les chefs d'État africains doivent peut-être être naïfs et justement parler, comme a dit votre ami, d'amis ou d'alliés. Il s'agit simplement de défendre ses intérêts. Le deuxième point, il y a des solutions. On a des solutions dans la protection, on a des solutions dans la décontamination. Vous avez des appareils aujourd'hui qui enlèvent à 99,99% et qui ne viennent pas de ces pays-là, justement. On a même des situations, des solutions dans les centres de santé mobiles spécialisés là-dedans. Pourquoi nos chefs d'État, qui mettent des millions, ne veulent pas acheter ces équipements, qui ne coûtent d'ailleurs pas très cher? Donc on a des solutions, solutions que les Africains de la diaspora peuvent mettre à disposition, sans même parler des médecins qui vont aider à cela. Donc je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État ne viennent pas consulter la diaspora africaine pour les aider dans toutes leurs expertises. L'appel est bien lancé, Yves Ekwamaïzo, on a bien compris évidemment votre appel. Et on va terminer avec vous, vous le politique Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne. Apportez-nous donc votre parole politique dans ce concert de commentaires, d'analyses, pertinentes d'ailleurs. Je dirais plutôt que, vous savez, on aime souvent dire que gouverner, c'est prévoir, c'est réfléchir, c'est agir méthodiquement. Je crois que le moment est venu de dire les choses. Il faut qu'on aille vers ceux qui sont en train de penser qu'ils pourront se sauver seuls, de lever les restrictions. Parce que vous savez, nous avons une agriculture pluviale. Je ne peux pas imaginer les conséquences dans quelques mois, parce que l'agriculture, cette année, les résultats agricoles seront catastrophiques. Alors, si on y ajoute maintenant les restrictions pour les déplacements, vous savez que tout le commerce de la sous-région se fait au niveau de la frontière. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vous dis que, sincèrement, au-delà du nombre de morts, il faudrait qu'on pense aux conséquences économiques qui pourraient même mettre en branle aussi bien la paix sociale, l'équilibre, et surtout, on peut avoir des soulèvements populaires intramuros dans les pays. Donc les conséquences, je crois que c'est maintenant qu'il faut imaginer des solutions afin de ne pas en arriver à des soulèvements populaires, à des, peut-être même, pourquoi pas, une déclaration de guerre entre deux pays. Tout est possible aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de tensions sociales, notamment dans les pays comme le Libéria, docteur. Alors, quelques messages. Nos amis Twitos, Taï Théo, qui a beaucoup tweeté, qui nous remerciait pour le thème de ce débat. Étant debout, écrit-il, j'applaudis à deux mains. Voilà. Donc, il nous a suivi à beaucoup d'intérêt. Bernabé Sedoufio qui nous envoie ce message sur facebook.com/le grand débat. Il écrit, les autorités sanitaires des pays touchés disent-elles toute la vérité sur le virus Ebola? S'interroge-t-il. L'Afrique investit-elle dans la santé? L'Afrique est-elle préparée pour faire face à des maladies comme Ebola? Enfin, je me pose la question de savoir si ces autorités sanitaires ont contacté leurs homologues congolais ou ougandais pour avoir leur expertise sur le virus. Fin de citation, c'était Bernabé Sedoufio sur facebook.com/le grand débat.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Docteur Guy Alouvo, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, vous êtes, je rappelle, co-initiateur de cette pétition intitulée pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine sur l'origine du sida et de l'Ebola. Et on retiendra surtout que vous faites appel à la recherche africaine. Qu'elle soit financée, renforcée, les experts africains doivent pouvoir se forger une opinion sur cette question qui est l'objet de tant de controverses. Absolument. Fodé Mohamed Souma, merci d'être venu, président du parti Génération Citoyenne. Docteur Yves Kwamaïzo, merci infiniment. Il est avec nous au téléphone depuis Vienne, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann. Merci aussi à tous ceux qui, ici, Africa numéro 1, m'aident à préparer cette émission. Et je fais un clin d'œil à Dominique Guillaume, qui a participé un peu, je veux dire, dans les coulisses à la fabrication de cette émission. Les réalisations, Hélène Bizio. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Revenez donc demain, même antenne, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat